Le grand salon de bal de l'hôtel de la Seine scintillait d'un éclat opulent et chargé d'attente. Les lustres en cristal diffusaient une lumière chaude sur une mer de robes de cocktail et de costumes sur mesure, leurs reflets dansant sur les surfaces polies des urnes de dons disposées avec soin à travers la pièce. Des banderoles proclamaient « Construisons notre avenir », projet d'extension du lycée de Rivière-Ouest, suspendu au plafond orné de moulures Second Empire, ne laissant aucun doute sur le but de la soirée. Jean-Mathieu ajusta nerveusement sa cravate en entrant dans la salle, la main de sa femme Sophie posée légèrement sur son bras. Après 15 ans à enseigner le français au lycée de Rivière-Ouest, il se sentait toujours déplacé dans ces soirées mondaines. Sophie, en revanche, s'épanouissait dans cet environnement, son succès en tant qu'agent immobilier avait aiguisé ses talents de réseautage, et elle naviguait à travers la foule avec une aisance acquise au fil des négociations autour d'un café au bistrot du coin. « Détends-toi, chérie », murmura Sophie en serrant doucement le bras de Jean. « Souviens-toi, nous sommes ici pour les enfants. » Souris, hoche la tête, et laisse-moi parler. Jean acquiesça, forçant un sourire tandis qu'il se dirigeait vers le bar. Il ne pouvait se défaire de cette sensation d'être un poisson hors de l'eau, entouré par l'élite de la petite ville, médecins, avocats, et magnats des affaires dont les enfants remplissaient ses classes. En tant que professeur, il était habitué à être l'autorité, mais ici, dans son smoking loué, il se sentait comme un imposteur. Tandis que Sophie discutait avec animation avec un groupe de donateurs potentiels évoquant les charmes d'un appartement haussmannien pour briser la glace, l'attention de Jean fut attirée par un remue-ménage près de l'entrée. Le proviseur Robert Thibault était arrivé avec son retard coutumier, son rire tonitruant tranchant le murmure poli des conversations. Jean observa Thibault faire le tour de la salle, tapotant des épaules et baisant l'air près des joues avec le charme exercé d'un politicien aguerri, rappelant ses figures des campagnes électorales locales en province. « Jean, mon garçon !» La voix de Thibault porta à travers le salon de bal alors qu'il repéra le professeur de français. « Viens par ici, je veux te présenter quelqu'un. » Avec un soupir, Jean s'excusa auprès de Sophie et se dirigea vers son patron. En s'approchant, l'odeur d'un scotch coûteux peut-être un single malt importé d'Écosse, comme ceux que l'on déguste dans les clubs parisiens enveloppa Jean, et il nota un léger balancement dans la posture du proviseur. « Jean, as-tu rencontré Monsieur Goldstein ?» Thibault fit un geste théâtral vers un homme corpulent aux cheveux gris clairsemés. « Il envisage un don très généreux pour notre petit projet. » Jean serra la main de Monsieur Goldstein, marmonnant des salutations polies avant de lancer un discours bien rodé sur l'importance de l'éducation et l'impact positif de l'extension sur les élèves. Pendant tout ce temps, il était conscient des yeux de Thibault qui vagabondaient dans la salle, à peine attentif à la conversation. Lorsque M. Goldstein s'excusa pour remplir son verre peut-être avec un verre de Bordeaux, vin préféré des soirées françaises, le comportement de Thibault changea. Il se pencha vers Jean, sa voix tombant à un murmure conspirateur. « Jean, mon ami, je voulais te parler de quelque chose d'important. » Le ton de Thibault mit Jean sur ses gardes, il avait vu ce côté du proviseur auparavant, celui qui émergeait après quelques verres de trop, quand ses limites professionnelles déjà floues s'évaporaient complètement. « Vois-tu, Jean, continua Thibault, ces mots légèrement pâteux, j'ai réfléchi à l'avenir de notre petit lycée, et je pense qu'il est temps de faire des changements. » L'estomac de Jean se noua. « Des changements, monsieur ?» Les yeux de Thibault brillaient d'une intensité troublante. « Oui, des changements majeurs. Et je pense que toi et ta charmante épouse pourriez y jouer un grand rôle. » Avant que Jean puisse répondre, il sentit une touche familière sur son bras. Sophie était apparue à ses côtés, son sourire éblouissant alors qu'elle saluait le proviseur. « Monsieur Thibault, j'espère que vous passez une bonne soirée. » Le visage de Thibault s'illumina à la vue de Sophie, son regard s'attardant un instant de trop sur sa robe moulante, évoquant ses tenues élégantes des défilés de mode parisiens. Jean observa avec un malaise croissant tandis que Thibault dirigeait son offensive de charme vers Sophie. Le langage corporel du proviseur changea, se penchant vers elle, sa voix adoptant un ton plus intime. « Vois-tu, Sophie, puis-je t'appeler Sophie ? Nous avons besoin d'un nouveau proviseur adjoint, quelqu'un avec une expérience du monde réel et une perspective fraîche. Quelqu'un comme toi. » Les sourcils de Sophie se haussèrent de surprise. « Moi ? Mais je ne suis pas éducatrice, monsieur Thibault. Je suis dans l'immobilier. » Thibault balaya l'objection d'un geste de la main. « Détail, ma chère. Ce qu'il nous faut, c'est ton dynamisme, tes compétences relationnelles. Pense aux connexions que tu pourrais apporter à notre petit lycée. Imagine, des partenariats avec des promoteurs pour des projets comme l'extension, inspirés des grands travaux haussmanniens. » Jean se sentait comme s'il observait la scène de l'extérieur de son corps.
Il ouvrit la bouche pour intervenir, mais Thibaut poursuivit, ses mots devenant de plus en plus extravagants. Bien sûr, nous devrions rendre cela intéressant. Je pense à un salaire double de celui de Jean. Il pourrait rester à la maison, se détendre, peut-être travailler sur ce roman dont il parle toujours, tu sais, comme ces écrivains français qui s'isolent dans des cafés pour créer. Qu'en dis-tu? Jean attendit que Sophie rit de cette proposition absurde, qu'elle remette poliment mais fermement Thibaut à sa place. Au lieu de cela, à son incrédulité totale, elle gloussa un son aigu et féminin qu'il n'avait jamais entendu d'elle auparavant. « Oh, monsieur Thibaut, dit Sophie en posant sa main sur le bras du proviseur, cela semble absolument fascinant. Pourquoi ne pas discuter des détails dans un endroit un peu plus privé? » Le visage de Thibaut s'ouvrit en un sourire lupin. « Je pensais que tu ne demanderais jamais, ma chère. J'ai une suite à l'étage pour des réunions, tu comprends. » Tandis que Thibaut emmenait Sophie, sa main toujours sur son bras, elle jeta un regard par-dessus son épaule à Jean. Pendant une fraction de seconde, il crut voir un éclat dans ses yeux. Culpabilité? Excitation? Avant qu'ils puissent le traiter, ils avaient disparu dans la foule, laissant Jean seul, figé de choc. Le reste de la soirée passa dans un flou pour Jean. Il traversa le salon de bal en pilote automatique, serrant des mains et faisant la conversation, tout en étant conscient des murmures et des regards en coin de ses collègues. Il était clair, à leur réaction, que ce n'était pas la première fois que Thibaut faisait une telle manœuvre effrontée, ni probablement la dernière. En acceptant une coupe de champagne d'un serveur passant un crément de Loire, pétillant et frais comme une soirée d'été en Provence, Jean surprit un fragment de conversation entre deux enseignants vétérans de l'école. « Je n'arrive pas à croire que Thibaut recommence, » murmura Madame Hendrick, la professeure de mathématiques, derrière sa main. Son compagnon, le rude entraîneur de rugby Monsieur Daniel, renifla. « Qu'est-ce que tu attendais? Cet homme fait ça depuis des années. Souviens-toi de l'incident avec la présidente de l'association des parents d'élèves, lors de ce pique-nique traditionnel du 14 juillet. » Jean sentit ses joues brûler d'un mélange de honte et de colère. Depuis combien de temps cela durait-il? Et comment avait-il pu être si aveugle? Au fur et à mesure que la nuit avançait, Jean se trouva entraîné dans des conversations avec parents et donateurs. Son instinct d'enseignant reprit le dessus alors qu'il expliquait avec passion la nécessité de moderniser les installations et d'étendre les programmes évoquant l'importance de l'éducation laïque et républicaine, pilier de la société française. Mais sous son extérieur calme, son esprit bouillonnait, repassant chaque interaction avec Thibaut, chaque email ambigu, chaque réunion à huis clos. Quand les derniers invités s'éclipsèrent enfin, Jean se retrouva seul dans le hall de l'hôtel, les clés de voiture de Sophie pesant dans sa poche. Elle les lui avait pressées dans la main des heures plus tôt, murmurant quelque chose sur des discussions d'affaires importantes avant de disparaître dans la foule. La route du retour fut une expérience surréaliste. Les rues familières de leur petite ville de banlieue parisienne semblaient étrangères dans la lumière pré-aube, comme si Jean les voyait pour la première fois. Arrivé dans leur allée, les premiers rayons de soleil pointaient à l'horizon. À l'intérieur de la maison, Jean agit en automatique, il desserra sa cravate, enleva ses chaussures et se dirigea vers son bureau à domicile. Entouré d'étagères remplies de classiques de la littérature française qu'il aimait tant enseigner de Balzac à Camus, il alluma son ordinateur et commença ses recherches. Des heures passèrent tandis que Jean plongeait plus profondément dans un terrier de lapins fait d'anciens emails, de messages textes et de relevés bancaires. Avec chaque nouvelle information, le nœud dans son estomac se serrait, dépôts inexpliqués sur leur compte joint, messages tardifs de numéros inconnus, explications vagues pour des dîners manqués et des événements de week-end. Alors que la vérité prenait forme, Jean ressentit un engourdissement froid l'envahir. La vie qu'il croyait connaître, le mariage en lequel il avait cru pendant 12 ans, s'effondrait sous ses yeux. Le bruit d'une clé dans la serrure le tira de ses révélations. Jetant un œil à l'horloge, il réalisa que l'aube approchait. Il écouta Sophie essayer de rentrer discrètement, ses talons cliquetant doucement sur le parquet. Prenant une profonde inspiration, Jean se leva et se dirigea vers le salon. Là, il trouva Sophie, les cheveux ébouriffés et le maquillage effacé, essayant d'enlever ses chaussures sans bruit. Nuit tardive. La voix de Jean, calme et contrôlée, trancha le silence comme un couteau. Sophie sursauta, manquant de perdre l'équilibre. Jean. Je ne pensais pas que tu serais encore debout. Clairement, répondit Jean, son ton glacial. As-tu eu une réunion productive avec le proviseur Thibaut? Le visage de Sophie pâlit, puis rougit. Ce n'est pas ce que tu crois, Jean. Nous discutions seulement d'affaires scolaires, de stratégie de collecte de fonds, tu sais. À l'aube, dans une chambre d'hôtel?
La voix de Jean resta étrangement calme, ne trahissant rien du tumulte intérieur. C'est du flirt inoffensif, Jean, pour le bien de l'école. Tu sais comment ces choses fonctionnent parfois, il faut jouer le jeu pour avancer, comme dans ces négociations autour d'un apéro en terrasse. Comme sur commande, le téléphone de Sophie vibra. Jean la regarda atteindre instinctivement l'appareil, puis se figer en voyant la notification. La nuit dernière était incroyable, lut Jean à voix haute, sa voix dénuée d'émotion. Impatient pour notre escapade de week-end. Cela ressemble à une stratégie de collecte de fonds impressionnante, Sophie. La composure de Sophie s'effondra, des larmes montèrent à ses yeux tandis qu'elle s'affaissait sur le canapé. Jean, je peux expliquer. Pas besoin, coupa Jean. J'ai passé la nuit à m'expliquer à moi-même. 6 mois de revenus inexpliqués, de réunions tardives, et maintenant une promotion au poste de proviseur adjoint agité devant toi comme une carotte. Dis-moi, Sophie, est-ce que ça en valait la peine? Les sanglots de Sophie remplirent la pièce alors qu'elle déversait une confession qui confirma les pires craintes de Jean, l'affaire avec Thibault, les promesses d'avancement professionnel, la coopération avec des donateurs fortunés. Tout sortit en un torrent de culpabilité et de justification. Jean l'écouta en silence, son visage un masque impassible. Quand Sophie eut enfin épuisé ses mots, il parla, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. J'en ai assez entendu, dit-il en tendant la main vers sa mallette. Je pense que tu devrais lire ça. Sophie prit le document de main tremblante, ses yeux s'écarquillant en réalisant ce qu'elle tenait, des papiers de divorce. Jean, non, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Mais Jean s'était déjà détourné, se dirigeant vers son bureau. Le bruit de la porte se verrouillant derrière lui fut comme un point final à leur mariage. Dans le sanctuaire de son bureau, entouré de livres et de souvenirs d'une vie qui semblait maintenant un rêve lointain, Jean s'autorisa un moment de faiblesse. Une unique larme roula sur sa joue alors qu'il s'enfonçait dans son fauteuil. Mais aussi vite qu'il était venu, le moment passa. Les yeux de Jean se durcirent, sa mâchoire se serra avec détermination. Il sortit une feuille vierge et commença à écrire, les premiers pas d'un plan prenaient forme sous sa plume. La vie qu'il avait connue était terminée, mais de ses cendres naîtrait un nouveau Jean Mathieu, animé par une soif de justice et un désir inextinguible de vengeance. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les persiennes du bureau de Jean, projetant de longues ombres sur la pièce. Il était assis à son bureau, entouré de piles de papier et d'un ordinateur portable ouvert, les yeux rougis par une nuit blanche d'investigation. Les sanglots étouffés de Sophie résonnaient du salon, un rappel constant de la réalité brisée qu'il affrontait désormais. Les doigts de Jean volaient sur le clavier tandis qu'il fouillait plus profondément dans leurs relevés financiers. Chaque découverte ajoutait une nouvelle fissure à la fondation de confiance sur laquelle il avait bâti sa vie, relevé bancaire montrant un pattern de dépôt de sources inconnues, toujours juste en dessous du seuil qui déclencherait une déclaration automatique, fils de mai suggérant des réunions clandestines et des promesses voilées d'avancement. En reconstituant la chronologie de la tromperie, Jean ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller devant le réseau intricé de mensonges que Sophie avait tissé. Depuis combien de temps cela durait-il? À quel point la corruption était-elle profonde? Une notification sur son téléphone attira son attention, un rappel de calendrier pour une réunion de faculté plus tard ce matin-là. L'idée de faire face à ses collègues, de s'asseoir en face de Thibault et de prétendre que tout était normal, lui retournait l'estomac. D'un quelques tapes rapides, il composa un email à l'administration de l'école, invoquant une urgence familiale et demandant un congé. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant et se fermant le tira de ses pensées. Sophie était enfin partie, probablement chercher du réconfort chez une amie ou continuer sa charade au travail. La maison plongea dans un silence étrange, rompu seulement par le bourdonnement doux de l'ordinateur de Jean. Au fil de la journée, le choc de Jean céda lentement la place à une colère bouillonnante. Il avait consacré 15 ans de sa vie à former de jeunes esprits, à inculquer des valeurs d'honnêteté et d'intégrité à ses élèves, des valeurs chères à l'esprit républicain français, inspirées des Lumières. Et pendant tout ce temps, l'institution qu'il servait pourrissait de l'intérieur. Le ping d'un email entrant attira son attention sur l'écran. C'était de Thibault, un message groupé à la faculté exprimant une inquiétude pour l'absence soudaine de Jean et lui souhaitant bon rétablissement. L'insincérité dégoulinante des mots fit bouillir le sang de Jean. Incapable de supporter plus longtemps les confins de la maison, il attrapa ses clés et se dirigea vers la porte. Il avait besoin d'espace, de temps pour réfléchir, pour planifier son prochain coup. En reculant de l'allée, une pensée le frappa, le souvenir d'un lieu qui lui avait toujours apporté la paix en temps de tourmente.
Le trajet vers le chalet familial au bord du lac fut un flou de routes sinueuses et de feuillage automnal. Jean enregistra à peine les repères familiers comme ce vieux moulin avant rappelant les campagnes normandes tandis qu'il poussait sa voiture à ses limites, son esprit filant plus vite que le compteur. Quand il arriva devant la structure en bois patiné, le soleil plongeait déjà sous la ligne des arbres, projetant de longues ombres sur la pelouse envahie par les herbes. Le chalet était vide depuis des années, un relique de temps plus heureux quand ses parents étaient encore en vie. Tandis que Jean fouillait avec la clé rouillée, une vague de nostalgie le submergea, des étés passés à pêcher avec son père, des soirées autour du feu de camp à raconter des histoires de fantômes inspirées des contes de Maupassant, la joie simple d'une famille préservée des complexités de la vie adulte. À l'intérieur, une épaisse couche de poussière couvrait chaque surface, l'air lourd d'une odeur de moisi. Jean se dirigea vers la petite cuisine, fouillant dans les tiroirs jusqu'à trouver ce qu'il cherchait, un décapsuleur. Il revint sur la terrasse, ouvrant une bière d'un pack de 6 qu'il avait attrapé en route, une blonde légère, comme celle brassée en Alsace. Assis sur les marches usées, observant les derniers rayons de soleil danser sur la surface du lac, Jean s'autorisa à ressentir pleinement le poids de sa situation pour la première fois. La trahison, la colère, le sentiment accablant de perte, tout s'abattit sur lui d'un coup. Un sanglot étranglé échappa de sa gorge, résonnant sur l'eau immobile. Pendant des heures, Jean resta là, alternant entre moments de contemplation silencieuse et explosions d'émotions brutes. Tandis que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel nocturne, un calme étrange l'envahit. Il réalisa qu'il avait un choix, laisser cette expérience le briser ou l'utiliser comme carburant pour se forger un nouveau lui. Avec un but renouvelé, Jean rentra dans le chalet. Il passerait la nuit ici, loin des souvenirs suffocants de son ancienne vie. Au matin, il commencerait le processus de reconstruction non seulement de sa vie, mais de son identité même. Tandis qu'il se préparait pour le lit, un éclat de métal attira son regard. Derrière une planche lâche dans la chambre principale, Jean découvrit un vieux coffre-fort qu'il avait longtemps oublié. La voix de son père résonna dans sa mémoire. « Fils, et toujours un plan de secours. On ne sait jamais quand on en aura besoin. » De main tremblante, Jean entra la combinaison, l'anniversaire de sa mère. Le coffre s'ouvrit avec un grincement, révélant une pile de documents jaunis. Jean passa la nuit à examiner les papiers, son esprit bouillonnant des implications. À l'aube, il avait reconstitué une vérité stupéfiante, le modeste chalet familial au bord du lac reposait sur une parcelle de terrain bien plus précieuse qu'il n'avait jamais imaginé, un terrain adjacent à des zones protégées, rappelant les batailles pour la préservation des lacs alpins en France. Tandis que le soleil se levait sur le lac, le téléphone de Jean vibra, c'était Sophie. Il fixa l'écran, le laissant sonner jusqu'à ce que l'appel aille à la messagerie. Il n'était pas prêt à l'affronter. Jean emballa les documents et repartit vers la ville. Le trajet lui donna du temps pour réfléchir, pour traiter non seulement la révélation sur le terrain, mais aussi l'éclatement de son mariage. Arrivé chez lui, Jean trouva Sophie l'attendant. Elle avait l'air terrible, échevelée, les yeux rougis par les pleurs, portant encore les vêtements de la veille. « Jean, s'il te plaît, » commença-t-elle dès qu'il entra, « laisse-moi expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. » La voix de Jean était étrangement calme. « Je pense que c'est exactement ce que je crois. » Avec du temps et de l'espace pour réfléchir, Jean reprit la route vers le chalet au bord du lac, cette propriété qui avait toujours été source de souvenirs tendres et représentait maintenant quelque chose d'autre, une opportunité. Jean passa des jours à rechercher les plans d'extension du district scolaire, les croisant avec les lois locales sur l'urbanisme et les propositions de développement évoquant les débats sur l'aménagement du territoire en Île-de-France. Plus il creusait, plus il devenait clair que le terrain de sa famille n'était pas seulement précieux, il était crucial pour le nouveau campus proposé par l'école. Tandis que les pièces se mettaient en place, Jean réalisa qu'il avait besoin d'un allié, quelqu'un expert en développement immobilier. Ses pensées se tournèrent vers Mélissa Chen, une amie de l'université qu'il n'avait pas contactée depuis des années. La dernière fois qu'il avait entendu parler d'elle, Mélissa était devenue une promotrice immobilière impitoyable, connue pour obtenir des résultats. L'appel de Jean à Mélissa était un risque calculé. Il exposa les bases de sa situation, le terrain précieux, les plans d'extension de l'école, omettant soigneusement les détails personnels de son mariage en ruine et des indiscrétions de Thibault. Mélissa écouta attentivement, son esprit vif saisissant rapidement le potentiel. « Jean, mon ami, dit-elle après qu'il eut fini, tu es assis sur une mine d'or. Mais naviguer ces eaux peut être délicat. Un faux pas et tu pourrais tout perdre. C'est pourquoi je t'appelle, répondit Jean. J'ai besoin d'une partenaire.
Je suis prêt à partager les profits si tu m'aides à maximiser le potentiel de ce terrain. La réponse de Mélissa fut rapide et décisive, tu sais quoi? J'en suis. Ça pourrait être amusant. Mais Jean, es-tu sûr d'être prêt? Ça ne va pas être joli. La mâchoire de Jean se serra en pensant à la trahison de Sophie, au visage suffisant de Thibaut. Crois-moi, Mélissa, je suis prêt. Avec Mélissa à bord, le plan de Jean commença à prendre forme. Mais il savait que pour vraiment abattre Thibaut et le système corrompu qu'il représentait, il avait besoin de plus que du levier, il avait besoin de preuves. Au cours des jours suivants, Jean contacta prudemment d'anciens collègues, sondant pour des informations sur la conduite de Thibaut. Il fut surpris de voir à quel point certains s'ouvraient facilement, partageant des histoires de comportements inappropriés et de décisions financières douteuses. Il semblait que beaucoup attendaient depuis longtemps que quelqu'un prenne enfin position. Un soir, tandis que Jean compilait ses notes, il reçut un email anonyme. L'expéditeur s'identifiait seulement comme un membre du personnel concerné et fournissait un trésor d'informations, enregistrements de fonds détournés, témoignages de membres féminins du personnel qui s'étaient sentis mal à l'aise autour de Thibaut, et des indices sur une corruption à plus grande échelle au sein de l'administration. Le cœur de Jean s'emballa en réalisant les implications de ce qu'il possédait maintenant. Ce n'était plus seulement une vengeance personnelle, il avait le pouvoir d'exposer un problème systémique qui gangrenait depuis des années rappelant les scandales éducatifs qui avaient secoué la France dans les années 90. Avec ces nouvelles informations, Jean prit un risque calculé. Il composa un email à une journaliste d'investigation locale qu'il avait rencontrée lors d'une fête scolaire des années auparavant. Le message était soigneusement rédigé, insinuant une potentielle corruption au sein de l'administration scolaire sans fournir de détails spécifiques. C'était suffisant, espérait-il, pour piquer l'intérêt de la journaliste sans révéler tout son jeu. Tandis que la semaine touchait à sa fin, Jean s'assit à son bureau, fixant un document vierge sur son écran. Il était temps pour la pièce finale de son ouverture, sa lettre de démission. Il commença à taper, choisissant chaque mot avec soin. La lettre était un chef-d'œuvre de subtilité, exprimant des regrets de quitter un emploi qu'il aimait tout en insinuant des préoccupations sur la direction de l'école. Il savait que cela soulèverait des sourcils parmi les membres du conseil scolaire, plantant des graines de doute qu'il pourrait exploiter plus tard. Jean programma l'email pour être envoyé tôt lundi matin, le timing pour un impact maximal. Tandis qu'il cliquait sur le bouton, un sentiment de finalité l'envahit. Il n'y avait plus de retour en arrière. Un mois s'était écoulé depuis que Jean Mathieu avait disparu des couloirs du lycée de Rivière-Ouest. Le choc initial de sa démission abrupte avait cédé la place à des spéculations murmurées et des regards inquiets parmi la faculté. Le proviseur Robert Thibaut, cependant, semblait imperturbable, voire euphorique, alors qu'il arpentait l'école avec une confiance renouvelée. C'était par un matin d'automne frais que le nom de Jean refit surface de manière inattendue. Les membres du conseil scolaire s'installaient pour leur réunion mensuelle quand la secrétaire annonça un visiteur non programmé. Les têtes se tournèrent tandis que Jean Mathieu entrait, paraissant plus affûté et plus assuré que quiconque ne s'en souvenait. « Monsieur Mathieu, dit la présidente du conseil, Éléonore Simon, la surprise évidente dans sa voix, c'est inattendu. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui ? » Le sourire de Jean était chaleureux mais portait une pointe qui fit remuer inconfortablement quelques membres du conseil dans leur siège. « J'apprécie que vous preniez le temps de me voir, commença-t-il. Je sais que mon départ a été abrupt, et je vous dois une explication. Mais plus que cela, je suis ici pour faire une offre qui, je crois, sera d'un grand intérêt pour le conseil et l'avenir du lycée de Rivière-Ouest. » Pendant l'heure suivante, Jean exposa une proposition qui laissa les membres du conseil stupéfaits. Il offrait de donner la propriété familiale au bord du lac pour le projet d'extension de l'école, un cadeau valant plusieurs millions d'euros. Tandis qu'il parlait, Jean pouvait voir les signes d'euros danser dans leurs yeux, les visions de nouvelles installations étincelantes et de couvertures médiatiques positives irradiant pratiquement d'eux. « C'est extraordinairement généreux, monsieur Mathieu, dit le membre du conseil Franklin, se penchant en avant. Mais pardonnez-moi de demander, pourquoi avez-vous quitté votre poste ici si soudainement, et maintenant vous nous offrez une fortune ? Quel est le piège ? » L'expression de Jean devint sombre. « Mes années au lycée de Rivière-Ouest ont été les meilleures de ma vie. Les changements récents dans mes circonstances personnelles m'ont donné une nouvelle perspective sur ce qui est vraiment important. Je veux redonner à la communauté qui m'a tant donné comme ces philanthropes français qui ont doté des écoles au XIXe siècle. » Tandis que les membres du conseil échangeaient des regards, Jean pouvait les voir peser l'opportunité contre leurs soupçons. Il pressa,
semant subtilement des graines de doute sur la capacité de l'administration actuelle à gérer un projet aussi massif. Bien sûr, je comprends que c'est une entreprise complexe, dit Jean, son ton soigneusement modulé. C'est pourquoi j'ai inclus une clause stipulant que l'administration actuelle doit superviser le projet jusqu'à son achèvement. La continuité est clé dans ces affaires, n'est-ce pas? Les membres du conseil hochèrent la tête, ne réalisant pas qu'ils étaient menés dans un chemin soigneusement construit. Jean observa tandis qu'ils survolaient le contrat, leurs yeux glissant sur les clauses astucieusement formulées qui s'avéreraient être la perte de Thibault. À la fin de la réunion, Jean serra la main de chaque membre du conseil, notant l'excitation dans leurs yeux. Il les avait accrochés, ligne et hameçon. Tandis qu'il se tournait pour partir, il croisa le regard de Thibault, qui avait été inhabituellement silencieux tout au long des débats. Pendant un bref instant, Jean vit un éclat d'inquiétude traverser le visage de Thibault avant qu'il ne soit remplacé par son sourire confiant habituel. Dehors, dans le couloir, le masque soigneusement construit de Jean glissa un moment tandis qu'il s'appuyait contre le mur, le cœur battant. La première pièce de son plan était en place, mais le jeu était loin d'être fini. Tandis qu'il marchait vers le parking, une voix familière l'appela derrière lui. « Jean ! Jean, attends !» Il se tourna pour voir Sophie se hâter vers lui, ses talons claquant sur le sol poli. Jean se raidit, glissant de nouveau dans le rôle qu'il avait forgé pour ce moment. « Sophie, dit-il, sa voix neutre. Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Les yeux de Sophie étaient grands ouverts, un mélange d'espoir et de lassitude dans son expression. « J'ai entendu que tu étais dans le bâtiment. Jean, pouvons-nous parler, s'il te plaît ?» Pendant un instant, Jean se permit de se souvenir de la femme qu'il avait aimée, de la vie qu'ils avaient partagée, des promenades le long de la Seine, des pique-niques dans les parcs parisiens. Puis il se rappela la trahison, les mensonges, et sa résolution se durcit. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, Sophie, dit-il, son ton s'adoucissant juste assez pour la déstabiliser. S'il te plaît, Jean. Je sais que j'ai fait des erreurs terribles. Mais te voir ici, faire cette donation incroyable, ça m'a rappelé l'homme dont je suis tombée amoureuse. Ne pouvons-nous pas au moins essayer de réparer les choses? Jean hésita, semblant considérer ses mots, puis, d'un mouvement pratiqué, il atteignit sa poche et appuya sur enregistrement sur son téléphone. D'accord, Sophie. Tu veux parler? Parlons. Raconte-moi l'affaire. Raconte-moi le pattern de comportement de Thibault. Je veux tout entendre de ta bouche. Sophie, prise au dépourvu par l'acquiescement soudain de Jean, commença à parler. Tandis qu'elle déversait sa confession, détaillant le comportement inapproprié de Thibault et sa propre complicité, Jean ressentit une pointe de culpabilité, mais il la repoussa, se concentrant sur l'objectif plus large. Tandis que les mots de Sophie s'estompaient, Jean arrêta l'enregistrement. Merci pour ton honnêteté, Sophie. Je pense qu'il est préférable que nous allions nos chemins séparés maintenant. Il s'éloigna, laissant Sophie seule dans le couloir, la confusion et la douleur gravées sur son visage. Jean ne se retourna pas, il avait ce qu'il lui fallait. Ce soir-là, assis dans son nouvel appartement, Jean passa une série d'appels téléphoniques orchestrés avec soin. Au matin, des fuites sélectives sur sa généreuse donation circuleraient dans la presse locale, générant du buzz et de l'excitation sur les plans d'extension de l'école. Il raccrocha après le dernier appel. Le piège était tendu, il était temps de le voir se refermer. La cérémonie de pose de la première pierre pour l'extension du lycée de Rivière-Ouest fut un spectacle d'optimisme et de fierté civique. Le proviseur Robert Thibault se tenait au podium, son sourire charismatique rayonnant vers la foule assemblée d'élèves, parents et dignitaires locaux. Derrière lui, une grande banderole proclamait « Construisons notre avenir, le campus légendaire Mathieu ». Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère pour Rivière-Ouest, annonça Thibault, sa voix portant sur la foule. Grâce à la générosité incroyable de notre propre Jean Mathieu, nous embarquons dans un voyage qui transformera non seulement notre lycée, mais toute notre communauté. De sa position au fond de la foule, Jean observa les proceedings avec un mélange de satisfaction et de détermination. À ses côtés se tenait Mélissa Chen, ses yeux aiguisés captant chaque détail de l'événement. « Tu les as dans la paume de ta main » murmura Mélissa, une note d'admiration dans sa voix. « Prêt pour la phase 2 » Jean hocha la tête imperceptiblement. Allons-y, au cours des semaines suivantes, alors que la construction commençait sérieusement sur la propriété au bord du lac, Jean et Mélissa orchestrèrent une série de complications subtiles mais coûteuses. Cela commença petit, un envoi de matériaux retardé par une erreur administrative,
un problème mineur de permis nécessitant des paperasses supplémentaires et des frais évoquant les bureaucraties françaises proverbiales. De son point de vue en tant que bienfaiteur du projet, Jean put s'insérer dans les réunions et les décisions, toujours sous le prétexte d'assurer que l'héritage de sa famille soit honoré correctement. Chaque suggestion qu'il faisait, chaque préoccupation qu'il soulevait, était calculée pour causer un maximum de perturbations avec un minimum de suspicion. L'expertise de Mélissa s'avéra inestimable, elle savait exactement quelle ficelle tirer, quelle réglementation mettre en avant pour causer les retards les plus significatifs et les dépassements de coûts. Une espèce de grenouille protégée fut découverte sur la propriété, nécessitant des études d'impact environnemental exhaustives, un clin d'œil aux lois strictes sur la biodiversité en France, comme celles protégeant les zones humides. Des disputes syndicales éclatèrent sur des détails contractuels mineurs, arrêtant le travail pendant des jours. Tandis que les complications s'accumulaient, Jean observa Thibault et le conseil devenir de plus en plus agités. Les réunions du conseil devinrent des affaires tendues, avec Thibault luttant pour expliquer les retards croissants et les coûts gonflants. Sophie, maintenant travaillant comme assistante officieuse de Thibault, se trouva prise au milieu du chaos croissant. Jean l'observa de loin, notant les cernes sous ses yeux et le froncement soucieux qui semblait gravé sur son visage de manière permanente. Un soir, alors que Jean quittait une réunion du conseil particulièrement houleuse, il surprit une conversation animée entre Sophie et Thibault dans une salle de classe vide. « Robert, ces chiffres ne collent pas », dit Sophie d'une voix tendue et inquiète. « Nous ne pouvons pas continuer à cacher ces écarts. Le conseil commence à poser des questions auxquelles je ne peux pas répondre. » La réponse de Thibault fut tranchante, colérique. « Laisse-moi m'inquiéter du conseil, Sophie. Contente-toi de te taire et de faire ton boulot, ou as-tu oublié notre petit arrangement? Comment penses-tu que le conseil réagirait s'il savait ton rôle dans nos négociations avec les donateurs ?» Les poings de Jean se serrèrent à ses côtés tandis qu'il écoutait la menace dans la voix de Thibault. Pendant un moment, il fut tenté d'irrompre dans la pièce pour confronter Thibault sur le champ, mais il se retint, se rappelant l'image plus large. Tandis que les semaines se transformaient en mois, le plan de Jean continua à se dérouler. Travaillant par des sources anonymes soigneusement cultivées, il alimenta des informations à Megan Reeves, la journaliste d'investigation qui l'avait alerté des mois auparavant. Les articles de Megan commencèrent petits, des pièces inoffensives sur les défis des grands projets de construction scolaire. Mais au fil du temps, son reportage devint plus incisif, questionnant la gestion de l'extension de Rivière-Ouest et insinuant des impropriétés potentielles. La pression commença à monter sur Thibault et le conseil. Jean observa avec satisfaction tandis qu'il prenait une série de décisions hâtives et mal considérées pour remettre le projet sur les rails. Chaque faux pas ne servait qu'à approfondir leur prédicament. Tout culmina par une soirée orageuse de fin d'automne. Jean était assis dans son appartement, regardant la pluie fouetter les fenêtres, quand son téléphone vibra d'un appel entrant. Réunion d'urgence du conseil appelé pour demain matin, vint la voix de Mélissa à travers le haut-parleur. On dirait qu'ils sont enfin prêts à affronter la musique. Jean prit une profonde inspiration, sentant le poids du moment. « Merci, Mélissa. Je serai prêt. » Tandis qu'il raccrochait, Jean marcha vers son bureau et ouvrit le tiroir du bas. À l'intérieur reposait un épais dossier rempli de documents, de photographies et de transcriptions, le point culminant de mois de planification et d'investigation minutieuse. Demain, pensa-t-il, tout s'effondre. L'atmosphère dans la salle du conseil du lycée de Rivière-Ouest crépitait de tension. Les membres du conseil remuaient inconfortablement dans leurs sièges, jetant des regards furtifs au proviseur Thibault, qui siégeait en bout de table, son assurance habituelle remplacée par un vernis mince de calme sur une panique à peine contenue. « J'ouvre cette session d'urgence du conseil scolaire de Rivière-Ouest », annonça la présidente Éléonore Simon, sa voix tendue. « Nous sommes ici pour aborder les préoccupations croissantes concernant le projet d'extension et d'autres matters connexes. » Tandis que la réunion commençait, avec les membres du conseil exprimant leurs inquiétudes sur les dépassements budgétaires et les retards de construction, la porte s'ouvrit. Toutes les têtes se tournèrent pour voir Jean Mathieu entrer, un épais dossier sous le bras. « Monsieur Mathieu, » dit Thibault, surprise et une pointe de peur dans la voix, « c'est une réunion fermée du conseil. Vous ne pouvez pas être ici. » Le sourire de Jean était froid tandis qu'il approchait de la table. « Oh, je pense que vous voudrez entendre ce que j'ai à dire, Robert. Vous tous. » Pendant l'heure suivante, Jean exposa son cas avec une précision chirurgicale. Il présenta des relevés financiers montrant un détournement systématique de fonds, des emails détaillant les relations inappropriées de Thibault avec le personnel et les donateurs, et enfin l'enregistrement de la confession de Sophie.
La salle du conseil fut silencieuse sauf pour des halètements occasionnels ou des murmures de choc. Le visage de Thibaut pâlit à chaque nouvelle révélation, tandis que Sophie, assise dans un coin de la pièce, semblait sur le point d'être malade. Tandis que la présentation de Jean atteignait son climax, il joua l'enregistrement de la confession de Sophie. Sa voix, teintée de regret et de peur, remplit la pièce. Thibaut m'a promis le poste de proviseur adjoint si je l'aidais à divertir certains donateurs. Je savais que c'était mal, mais j'avais peur de perdre mon emploi, du scandale si ça sortait. Les sanglots actuels de Sophie fournirent un contrepoint à sa voix enregistrée, créant une atmosphère surréaliste. Plusieurs membres du conseil détournèrent le regard, incapables de croiser ses yeux. Tandis que l'enregistrement s'achevait, Thibaut explosa de sa chaise, son visage contorsionné de rage. « C'est un coup monté », hurla-t-il, pointant un doigt accusateur vers Jean. « Il a orchestré tout ça. Ne voyez-vous pas? Il est amer à cause de sa femme, de son boulot, et il se venge sur nous tous. » Jean resta calme face à l'éclatement de Thibaut. « Tout ce que j'ai présenté est pleinement documenté et vérifiable, dit-il calmement. Je suis sûr que les autorités seront très intéressées à examiner toutes ces preuves. » La voix de la présidente du conseil trembla tandis qu'elle parlait. Je pense que nous devons suspendre le proviseur Thibaut en attendant une enquête complète, et coopérer pleinement avec les forces de l'ordre. » Tandis que la réalité de la situation s'enfonçait, la colère de Thibaut céda la place à la désespérance. « Vous ne pouvez pas faire ça, plaida-t-il. Le projet d'extension nous sommes contractuellement obligés de le compléter. Ça ruinera l'école si nous ne le faisons pas. » Un sourire joua au coin de la bouche de Jean tandis qu'il portait le coup final. « À ce propos, dit-il en sortant le contrat de son dossier, vous voudrez peut-être jeter un œil plus attentif à la clause 27B, celle qui stipule que l'administration actuelle doit superviser le projet jusqu'à son achèvement, où le terrain revient à ma propriété. » Les implications des mots de Jean frappèrent la pièce comme un coup de tonnerre. Les membres du conseil feuilletèrent frénétiquement leur copie du contrat, leur visage s'affaissant en réalisant le piège dans lequel ils étaient tombés. « Tu as planifié ça depuis le début, » murmura Thibaut, sa voix un mélange d'émerveillement et de haine. « Tu as détruit tout. » Jean croisa le regard de Thibaut avec fermeté. « Non, Robert. Tu as détruit tout. Je m'assure juste que tu affrontes les conséquences. » Tandis que la réunion dégénérait en chaos, avec les membres du conseil débattant de leurs options légales et Thibaut continuant à protester son innocence, Jean rassembla calmement ses matériaux. Il marcha vers le mur où sa plaque de professeur de l'année était encore accrochée, la décrocha et la posa sur la table. Sans un mot de plus, Jean sortit de la salle du conseil, laissant derrière lui une scène de désarroi total. Tandis qu'il émergeait dans l'air frais du soir, il sentit un poids se lever de ses épaules. Le jeu était terminé. La justice ou du moins sa version avait été servie. Mais tandis qu'il s'éloignait en voiture du lycée de Rivière-Ouest pour ce qu'il savait être la dernière fois, Jean ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur le coût de sa vengeance. L'école qu'il avait aimée, les élèves auxquels il avait consacré sa vie à enseigner, que deviendraient-ils dans le sillage de ce scandale? La satisfaction de sa victoire était teintée d'un soupçon de regret, une question qui le hanterait dans les jours à venir. Dans sa quête de vengeance, était-il devenu la chose même qu'il cherchait à détruire? La charmante petite ville de Rivière-Ouest s'était toujours enorgueillie de sa communauté soudée et de son excellent système scolaire. Mais dans les jours suivant la réunion explosive du conseil scolaire, cette image soigneusement cultivée commença à s'effriter comme un château de sable face à une marée montante. Des vents de nouvelles locales bordaient les rues, leurs antennes satellites s'étirant vers le ciel comme des tournesols métalliques. Des reporters rôdaient sur les trottoirs, accostant quiconque semblait même vaguement lié à l'école. La Gazette de Rivière-Ouest, habituellement remplie d'histoires feel-good et de résultats sportifs du lycée, arborait maintenant des titres dramatiques: « Scandale scolaire secoue la communauté » et « Corruption au cœur du lycée de Rivière-Ouest ». Dans les cafés et les files d'attente des boulangeries, aux réunions de l'association des parents et aux matchs de foot locaux, le scandale était le seul sujet de conversation. La ville était divisée, certains défendant Thibaut comme un pilier charismatique, d'autres louant Jean pour avoir exposé la corruption. Les rumeurs et spéculations se propageaient comme une traînée de poudre, chaque récit plus dramatique que le précédent rappelant les ragots des marchés provençaux. Sophie Mathieu, autrefois un pilier de la communauté, se trouvait maintenant paria. Tandis qu'elle marchait dans la rue principale, les têtes se tournaient et les murmures la suivaient. Les panneaux, à vendre, qu'elle avait autrefois plantés dans les jardins à travers la ville semblaient maintenant la moquer, un rappel de la carrière qu'elle avait perdue. La notification arriva par courrier recommandé, sa licence d'agent immobilier avait été révoquée.
L'épreuve de son rôle dans les dealings corrompus de Thibault était trop accablante pour être ignorée. Sophie s'assit à sa table de cuisine, la lettre officielle froissée dans son poing, se demandant comment sa vie avait pu se défaire si complètement. Pendant ce temps, la chute de Robert Thibault fut encore plus spectaculaire. Libéré sous caution et facing plusieurs accusations, il était devenu un reclus, cloîtré dans sa vaste maison en périphérie de la ville. Mais tandis que les murs se refermaient autour de lui, Thibault fit une tentative désespérée pour la liberté. C'était par un matin d'automne frais que le voisin de Thibault remarqua quelque chose d'étrange, un taxi en attente dans l'allée, Thibault chargeant des valises dans le coffre. Un appel rapide aux autorités déclencha une chaîne d'événements qui captiva la ville une fois de plus. Tandis que le taxi de Thibault approchait de l'aéroport, il se trouva soudain coincé par des voitures de police. Les officiers envahirent le véhicule, armes dégainées. Thibault, le visage cendreux, leva les mains en reddition. L'image de l'ancien proviseur fier étant emmené menotté, son vol vers la liberté interrompu, ornerait la une de la Gazette de Rivière-Ouest le lendemain. Au milieu du chaos, Jean Mathieu se trouva jeté dans un rôle inattendu, celui de héros réticent. Des leaders communautaires réformistes, voyant en Jean un symbole d'intégrité et de courage, l'approchèrent avec une proposition. « Nous avons besoin de quelqu'un comme vous au conseil scolaire, Jean, dit Margaret Holbrook, une avocate de longue date pour la réforme éducative. Quelqu'un qui n'a pas peur de se dresser contre la corruption, qui met les élèves en premier. » Jean l'écouta leur plaidoyer passionné, ressentant un mélange de fierté et de malaise. Il avait exposé la pourriture au cœur du lycée de Rivière-Ouest, oui, mais à quel prix? L'école qu'il avait aimée, la communauté qu'il avait appelée chez lui depuis si longtemps, était maintenant en tumulte à cause de ses actions. Tandis que Jean luttait avec les conséquences inattendues de sa vengeance, un autre joueur entra en jeu. Mélissa Chen, partenaire de Jean dans la danse intricate de la rétribution, vit une opportunité dans le chaos. « Jean, ma compagnie est prête à faire une offre sur le terrain, dit-elle d'une voix cool et professionnelle au téléphone. Nous paierons au-dessus du prix du marché, et nous promettons de travailler avec la communauté sur un plan d'extension révisé. C'est gagnant-gagnant. » Jean hésita, déchiré entre le potentiel gain financier et le sentiment lancinant qu'il devait quelque chose à la communauté qu'il avait involontairement jetée dans le tumulte. « J'y réfléchirai, Mélissa, dit-il enfin. Mais je veux faire quelque chose pour les élèves qui ont été pris dans les feux croisés de tout ça. » Cette nuit-là, tandis que Jean examinait des documents financiers et légaux, une idée commença à prendre forme. Au matin, il avait les contours d'un plan, un fonds de bourse pour les élèves affectés par l'extension annulée. Ça ne réparerait pas tout, mais c'était un début. Tandis que Jean travaillait à établir le fonds, il reçut un message inattendu, de Sophie. Ces mots étaient teintés de désespoir. « Jean, je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais j'ai besoin d'aide. Je fais face à des accusations criminelles potentielles. S'il te plaît, si tu peux faire quelque chose. » Jean fixa le message longtemps, une tempête d'émotions rageant en lui. Finalement, il tapa une réponse, ses doigts lourds sur les touches. « Je suis désolé, Sophie, mais je ne peux pas m'impliquer. Voici les coordonnées d'une bonne organisation d'aide juridique. J'espère que tu trouveras l'aide dont tu as besoin. » Tandis qu'il envoyait, Jean sentit un chapitre de sa vie se fermer définitivement. Quoi qu'il arrive ensuite, il n'y avait pas de retour à ce qui était avant. Les couloirs du lycée de Rivière-Ouest, autrefois bourdonnant de l'énergie de près de 2000 élèves, résonnaient maintenant d'un vide étrange. Dans le sillage du scandale, les inscriptions avaient chuté, des parents inquiets de la réputation de l'école et de la qualité de l'éducation avaient commencé à transférer leurs enfants vers des districts voisins ou des écoles privées. Lisa Hernandez, l'une des anciennes élèves stars de Jean, marchait dans les corridors silencieux, ses pas résonnant contre les casiers. Elle se rappelait le jour où M. Mathieu l'avait encouragée à rejoindre le journal scolaire, louant son œil aiguisé pour les détails et sa passion pour déterrer la vérité, une passion inspirée des grands journalistes français comme Albert Londres. Maintenant, en tant que rédactrice en chef de la chronique de Rivière-Ouest, elle se trouvait au centre de la plus grande histoire de l'école. « Nous ne pouvons pas laisser ça être le souvenir de notre lycée, » dit Lisa à sa petite mais dédiée équipe de journalistes étudiants. « Nous devons faire quelque chose pour sauver Rivière-Ouest. » Avec la passion et l'idéalisme de la jeunesse, Lisa et ses amis lancèrent une campagne pour restaurer la réputation de l'école. Ils organisèrent des rallyes, créèrent des campagnes sur les réseaux sociaux et écrivirent des éditoriaux passionnés sur la longue histoire d'excellence académique et d'engagement communautaire de l'école, évoquant l'héritage des lycées républicains fondés sous la Troisième République. Leurs efforts ne passèrent pas inaperçus, les médias locaux reprirent l'histoire des élèves luttant pour sauver leur école,
offrant un contrepoint à la couverture continue du scandale. Lentement mais sûrement, Lisa et son équipe commencèrent à changer le récit. Jean observa ces développements de loin, un mélange de fierté et de culpabilité tourbillonnant en lui. Il avait toujours su que Lisa était spéciale, mais la voir relever ce défi le remplissait d'une joie aigre-douce. Sans qu'elle le sache, il fit une donation anonyme pour soutenir la campagne des élèves. Mais même tandis que Lisa et ses camarades luttaient pour sauver le lycée de Rivière-Ouest, des nuages plus sombres s'amoncelaient à l'horizon. Des officiels de l'éducation de l'État, alertés par le scandale et inquiets de la capacité de l'école à fournir une éducation adéquate, commencèrent un audit de tout le district. Si les findings de l'audit sont négatifs, nous pourrions n'avoir d'autre choix que de dissoudre le conseil actuel et placer les écoles sous contrôle direct de l'État, informa le chef auditeur à un groupe de membres du conseil au visage sombre. La nouvelle envoya des ondes de choc à travers la communauté. Le contrôle de l'État signifierait une perte de pouvoir décisionnel local, potentiellement des changements drastiques au personnel et au curriculum, et un stigmate qui pourrait prendre des années à surmonter rappelant les réformes éducatives controversées des années 80 en France. Tandis que l'audit progressait, Jean se trouva déchiré. Il avait entrepris d'exposer la corruption et d'obtenir justice, mais les conséquences spiralisaient bien au-delà de tout ce qu'il avait anticipé. Des élèves innocents et des enseignants dédiés souffraient à cause de ses actions. Son téléphone vibra d'un message de Mélissa. « Jean, nous devons parler. Il y a un potentiel problème avec notre plan. » Ils se rencontrèrent dans un café tranquille en périphérie de la ville, loin des yeux et oreilles indiscrets. Le visage habituellement composé de Mélissa était gravé d'inquiétude. Si notre manipulation en coulisses est révélée, nous pourrions faire face à de sérieuses répercussions légales, dit-elle à voix basse. La façon dont nous avons orchestré ces retards de construction, les préoccupations environnementales que nous avons soulevées, c'est tout près de la fraude. Jean sentit le poids de ces mots s'abattre sur ses épaules comme une cape de plomb. Il avait été si focalisé sur l'abattage de Thibault et de l'administration corrompue qu'il n'avait pas pleinement considéré les implications légales de ses propres actions. Tandis qu'il quittait le café, l'esprit de Jean bouillonnait. L'école qu'il aimait était au bord de la prise en charge par l'État, sa propre péril légal planait grand, et à travers tout ça, les visages de ses anciens élèves Lisa luttant si dur pour sauver l'école, d'autres dont les éducations étaient perturbées par le chaos qu'il avait déchaîné le hantaient. Jean réalisa qu'il se tenait à un carrefour. Il pouvait continuer à observer des sidelines tandis que la communauté qu'il appelait autrefois chez lui se déchirait, ou il pouvait avancer et assumer la responsabilité de son rôle dans le drame se déroulant. La décision, il le savait, ne serait pas facile. Mais tandis qu'il marchait chez lui à travers les rues de Rivière-Ouest, passant devant l'école qui avait été sa vie pendant tant d'années, Jean commença à voir les contours d'un chemin en avant, un chemin qui requérait courage, humilité et une volonté d'affronter les conséquences de ses actions. Le centre communautaire de Rivière-Ouest était bondé à capacité, une mer de visages familiers remplis d'un mélange de colère, de confusion et d'espoir. La réunion publique pour discuter de l'avenir du lycée de Rivière-Ouest avait attiré presque tous les résidents, tous anxieux d'avoir leur mot à dire dans ce qui était devenu la crise définissante de leur communauté. Jean-Mathieu s'assit au fond, le cœur battant. Il avait passé la dernière semaine à agoniser sur sa décision, pesant les conséquences potentielles contre le fardeau de sa culpabilité. Maintenant, tandis qu'il regardait ses amis et voisins débattre passionnément du sort de l'école, il savait ce qu'il devait faire. Tandis que la présidente du conseil actuel terminait ses remarques d'ouverture, Jean se leva et se dirigea vers le podium. Un silence tomba sur la foule tandis qu'il le reconnaissait, des murmures ondulant à travers l'audience. « Merci de me permettre de parler », commença Jean, sa voix ferme malgré ses nerfs. « Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi je suis ici. La vérité est que je vous dois à tous une explication et des excuses. » Pendant l'heure suivante, Jean mit à nu toute l'histoire, sa découverte de l'affaire de Sophie, son plan de vengeance, la manipulation du projet de construction, tout. Tandis qu'il parlait, il pouvait voir le choc et l'incrédulité sur les visages devant lui, mais il pressa, déterminé à dire toute la vérité. « J'ai entrepris d'exposer la corruption, d'obtenir justice pour ce que je voyais comme une trahison de confiance, dit Jean, sa voix épaisse d'émotion. Mais en le faisant, je suis devenu la chose même que je méprisais. J'ai manipulé, comploté, mis mon désir de vengeance au-dessus du bien-être des élèves et de cette communauté. Pour cela, je suis profondément désolé. » La salle éclata en chaos tandis que Jean terminait de parler. Certains criaient des accusations, d'autres le défendaient comme un lanceur d'alerte qui avait exposé une vraie corruption. À travers tout ça, Jean resta silencieusement au podium, acceptant la réaction de la communauté comme partie de sa pénitence.
Quand le tumulte s'apaisa, Jean parla de nouveau. Je sais que mes mots seuls ne peuvent réparer les dommages que j'ai causés. C'est pourquoi je suis ici pour offrir plus qu'une simple excuse. Je suis prêt à financer pleinement l'extension de l'école sans condition, utilisant mon partenariat avec la compagnie de développement de Mélissa Chen pour assurer son achèvement. Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que c'est un début pour rectifier les choses. L'offre envoya une autre vague de murmures à travers la foule. Tandis que les implications de la proposition de Jean s'enfonçaient, l'humeur dans la salle commença à changer. Tandis que certains restaient en colère, d'autres voyaient un chemin potentiel en avant, une chance de sauver quelque chose de positif du scandale. Tandis que la réunion continuait, une voix inattendue se joignit à la conversation. Sophie Mathieu, qui avait été assise calmement dans un coin, se leva. « Moi aussi, j'ai une confession à faire, » dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Tout ce que Jean a dit sur mon implication avec le proviseur Thibault est vrai. J'ai été faible, cupide, et j'ai trahi non seulement mon mari mais toute cette communauté. Je suis prête à fournir des détails supplémentaires aux autorités pour aider à bâtir un dossier plus solide contre Thibault et quiconque d'autre impliqué dans la corruption. La confession de Sophie stupéfia la salle en silence. Pendant un moment, il sembla que le poids de tout ce qui s'était passé, les trahisons, les mensonges, l'agitation pesait lourdement dans l'air. Puis, lentement, une nouvelle humeur commença à s'installer, une d'espoir prudent, d'une communauté prête à commencer le travail difficile de guérison. Tandis que la réunion touchait à sa fin, la présidente du conseil reprit le podium. Vu la complexité de la situation et le besoin pour notre communauté de guérir et d'avancer, je propose que nous formions une task force. Ce groupe, composé d'éducateurs, de parents et d'élèves, supervisera le projet d'extension et travaillera à restaurer la foi en notre système scolaire. La proposition fut accueillie par des hochements de tête d'accord et un éparpillement d'applaudissements. Tandis que les gens commençaient à sortir du centre communautaire, beaucoup s'arrêtèrent pour parler à Jean, certains pour exprimer de la colère, d'autres pour offrir pardon ou remerciement pour son honnêteté. L'une des dernières à l'approcher fut Lisa Hernandez. « Monsieur Mathieu, dit-elle, ses yeux remplis d'un mélange de déception et de respect, je ne sais pas comment me sentir à propos de tout ça. Mais je sais que vos leçons sur l'intégrité et le fait de se dresser pour ce qui est juste font partie de ce qui nous a inspirés à lutter pour notre école. Merci d'avoir dit la vérité, même si c'était dur. » Jean sentit une boule se former dans sa gorge. « Merci, Lisa. Ta campagne pour sauver l'école a été inspirante. J'espère que tu envisageras de rejoindre la task force, ils auront besoin de voix fortes comme la tienne. » Tandis que Jean se préparait à partir, la présidente du conseil l'approcha. « Jean, nous aimerions que vous considériez une position dans la task force. Votre insight pourrait être précieux. » Jean secoua la tête. « J'apprécie l'offre, mais je pense qu'il est préférable que je me retire. La guérison doit venir de la communauté elle-même. » Il posa, considérant ces mots suivants avec soin. « Cependant, j'aimerais offrir de financer un comité d'éthique indépendant pour le district, quelque chose pour aider à assurer que rien de tel ne se reproduise jamais. » Dans les semaines et mois qui suivirent, Rivière-Ouest commença le lent processus de reconstruction, non seulement l'extension physique de l'école, mais la confiance et le sens de la communauté qui avait été brisée par le scandale. Jean, trouvant une mesure de paix dans sa confession et ses tentatives de réparation, choisit de se retirer des projecteurs. Il commença à faire du bénévolat dans un centre pour jeunes dans une ville voisine, travaillant avec des ados à risque et trouvant un nouveau sens de but dans le guidage de jeunes gens inspirés par les traditions éducatives françaises d'inclusion. Sophie, fascine les conséquences de ses actions mais trouvant aussi un soutien inattendu dans le sillage de sa confession, commença à reconstruire sa vie. Elle trouva du travail dans un refuge pour sans-abri local, l'expérience d'avoir tout perdu lui donna une nouvelle empathie pour ceux luttant pour se remettre sur pied. Par un matin d'automne frais, un an après que le scandale eut éclaté pour la première fois, Lisa Hernandez s'assit dans l'aile nouvellement construite du lycée de Rivière-Ouest. Maintenant rédactrice du journal scolaire, elle se préparait à interviewer le nouveau proviseur sur l'année scolaire à venir. Tandis qu'elle attendait, Lisa jeta un œil par la fenêtre sur le campus animé, des élèves affluaient dans les nouveaux bâtiments, rires et bavardages remplissant l'air. L'ombre du scandale persistait encore, mais il y avait un sens palpable de renouveau, d'une communauté qui avait affronté son heure la plus sombre et en était sortie plus forte. Lisa sourit pour elle-même tandis qu'elle se tournait vers son carnet, prête à documenter le prochain chapitre de l'histoire de Rivière-Ouest. Le passé ne pouvait être changé, mais l'avenir, plein de défis et d'opportunités, était le leur à écrire.